Je suis venu en France en 1965. J'ai quitté la Hongrie. Je voulais refaire ma vie. Je n'ai joué aucun rôle politique dans le pays, donc il n'y avait pas une raison de cette nature. J'ai obtenu quand même le statut de réfugié politique en France. Ensuite, j'ai fait c'était assez pénible la situation. J'ai fait des travaux divers et puis j'ai recommencé mes études. J'ai obtenu une licence de sociologie et puis histoire-géographie. Et puis, je me suis retrouvé dans l'enseignement public. Alors, peut-être vous savez, c'est assez connu que le régime Horthy donc, avait déclaré la guerre à l'Union soviétique en 1941. Et puis, le régime a louvoyé jusqu'à ce que le 16 octobre 1944, les nazis, les croix fléchées, hein, on appelle croix fléchées les nazis hongrois, donc ils ont pris le pouvoir. Une bonne partie de la richesse nationale a été déplacée, évacuée, pillée. Euh, et donc, il a fallu ensuite, bon, mais après la libération, c'était toute une entreprise de démarches pour récupérer une partie donc de ces biens. Et bon, mais au niveau des usines et puis les moyens de transport, par exemple, ce que les croix fléchées n'ont pas évacué vers l'Allemagne, c'est l'armée soviétique donc qui commençait à démonter et pour ses propres besoins. Là aussi, il a fallu intervenir d'innombrables fois pour leur expliquer que si vous démontez les usines, ben, on ne pourra pas payer les réparations qui seront prévues par la suite. Elle-même, donc, le siège de Budapest a duré du 24 décembre au 3 février. 24 décembre 44 au 3 février 45, la ville s'est ruinée, a été ruinée parce que donc l'armée hungaro-germano-hongroise, parce que les Hongrois restaient toujours encadrés, insérés dans la Wehrmacht. Et donc, je sais pas, 27%, je crois, des immeubles qui ont été détruits. Les, les, les assiégés, donc les Hongrois et les Allemands ont perdu, il me semble, 100 000 soldats. Les Russes aussi, 80 000 soldats et puis plus de 250 000 blessés. Donc, dans ce texte donc de l'armistice, ben, parmi les premiers points figurait justement le rétablissement des anciennes frontières. Peut-être vous savez qu'il y a eu cette affaire qui a entraîné la Hongrie, enfin, une des raisons en a été que Hitler donc a permis de récupérer des territoires que le traité de Trianon a enlevé, a démembré de la Hongrie. Donc, c'était entre 38 et 40, 1938 et 40, on appelait ça les arbitrages, donc deux arbitrages de Vienne, euh, avec l'intervention de Ciano, donc des Italiens, ministre des Affaires étrangères italien. Donc, à la suite donc de ces arbitrages, la Hongrie a réoccupé une partie de la Haute-Hongrie, donc la Slovaquie du Sud, l'Ukraine subcarpatique, le nord de la Transylvanie. Et puis quand les Allemands ont envahi la Yougoslavie, le pays a récupéré aussi un morceau du sud du Voïvoda. Là. Et donc, à la suite de ces récupérations, la Hongrie, qui n'avait que 93 000 kilomètres carrés après Trianon, après le traité de Trianon, s'est presque doublé de territoire. Donc, il me semble
100 173 000 km² au lieu de 80. En tout cas, parmi les premières stipulations du traité d'armistice figurait le retour immédiat, rétablissement immédiat des frontières de 1937. C'est une longue histoire. D'abord, euh, il faut dire que tous les partis, même les communistes, hein, étaient des partis composites, pour ainsi dire, hétérogènes. Ce problème est important, cette hétérogénéité, parce que c'est là-dessus que Rakosi, avec un art consommé, a joué pour semer les zizanies et détacher progressivement, hein, déjà à partir de novembre 1945, c'est ce qu'on appelait la tactique du salami, donc détacher et faire exploser donc principalement le Parti social-démocrate et le Parti indépendant des petits propriétaires. Voyez, donc je ne peux pas ici retracer toutes les péripéties, si vous voulez, euh, de la destruction destruction de ces, surtout des petits propriétaires et aussi des sociodémocrates, parce que dès 48, les, la partie sympathisante, donc l'aile sympathisante avec le Parti communiste, dirigé, mené par nommé Marochan. Je ne veux pas citer beaucoup de noms, hein. Donc Georges Marochan, il a entraîné donc vers la fusion de son parti. Donc, les sociodémocrates aussi se sont trouvés euh, éliminés progressivement. Et surtout les petits propriétaires qui, en plus, étaient largement soutenus par le clergé, le cardinal Mindszenty, qui s'est mêlé largement dans la vie politique. Il a lancé des lettres pastorales, il a contesté la République. Et donc, c'est un argument majeur pour, euh, pour liquider progressivement les partis, le multipartisme, en sorte que au bout, au bout, il y a l'émigration des dirigeants, si vous voulez, des, des partis donc adverses au Parti communiste. Une bonne partie finit par des dirigeants finit dans l'émigration, et puis euh, ceux qui ceux qui restaient, ben, Rakosi a créé une espèce de front populaire, le Front populaire, où c'était plutôt un mouvement culturel, politico-culturel, qui n'avait pas d'influence sur la vie politique. Et donc, finalement, le multipartisme, c'est gouvernement de coalition, c'est terminé. Il faut, il faut ajouter que ces mouvements, et de clergé aussi, euh, n'étaient pas du tout sûrs que le régime, et le règne du parti, l'influence du Parti communiste serait, serait poursuivi, se maintiendrait. Donc, les adversaires du Parti communiste étaient convaincus qu'avec la signature du traité de paix, donc c'était signé en février 47 et ratifié à l'automne, en septembre 47, donc toutes les, tous les adversaires, si vous voulez, du Parti communiste et du régime étaient convaincus avec la signature du traité de paix, l'armée soviétique s'en irait et donc ce seraient les Anglo-Américains qui introduiraient le régime. Et parce que c'était dans la nature même du régime de la coalition qu'on appelle la transition démocratique. Vous voyez, il n'était pas gagné à l'avance que la dictature euh, serait,
serait installé, ou plutôt le terrain est miné. Le terrain est miné parce en dehors de la tactique et la stratégie politique du Parti communiste, évidemment, derrière, il y a l'armée soviétique et la police soviétique. Donc, le terrain est miné. Mais au niveau des jeux, de jeu des partis, les jeux politiques, les tactiques, etc., cela n'apparaissait pas tout à fait. Encore que en février 47 déjà, la police politique soviétique a arrêté le secrétaire général des petits propriétaires, vous voyez, Béla Kovac, donc qui a été déporté d'ailleurs et qui n'est revenu qu'en 56 pendant la Révolution. Il a quand même survécu. Mais donc, il faut quand même voir que pour les acteurs, les protagonistes de l'époque, donc entre 45 ou l'automne 44 et fin 47, donc pour les protagonistes, euh, il n'était pas évident que que les Russes, l'armée soviétique resterait, parce que d'ailleurs le traité de paix prévoyait leur départ. L'armée n'est pas partie parce que ils ont, ils ont stipulé qu'il fallait assurer la sécurité du passage vers l'Autriche, hein, et donc il fallait maintenir une armée en Hongrie. Et donc voilà, voilà, il y a ce double problème, donc le terrain miné et puis le jeu politique, parce que tout le monde admet que jamais la Hongrie n'a connu une vie politique aussi ardente, hein, aussi intense que pendant cette période. Là, j'ai un chiffre en tête là en vue des élections donc du 4 novembre 45. Je crois qu'il y a 35, 35 millions d'affiches et de tracts ont été imprimés. 35 millions donc pour une population de 8 à 10 millions. Vous voyez, donc c'était des c'est facile, facile à dire puisque surtout j'ai vécu, déjà c'est mon histoire personnelle aussi, c'est la dictature policière. Je sais, comme je viens de la campagne, la paysannerie moyenne, paysannerie pauvre, là dont je suis, je sais que toute cette population a vécu dans la terreur de la collectivisation, remembrement et collectivisation. Dès 1949, la livraison obligatoire des biens agricoles, des produits agricoles, donc s'est pratiquée. Mais en 49, au début, c'était encore tolérable. Mais au fil des ans, euh, c'était d'ailleurs pas seulement une image, mais une réalité, que les greniers ont été balayés et ceux qui produisaient donc étaient affamés. Hein, on peut dire qu'il y avait la pénurie alimentaire dans les campagnes. Donc c'était un aspect, euh, il y avait quand même une partie importante de la paysannerie qui a pu résister. Hein. Donc on a conservé jusqu'aux années 60, jusqu'à Kadar. Donc la paysannerie a résisté à cette collectivisation forcée, si vous voulez, mais vivant en permanence, donc sous la menace, et puis les, les molestations permanentes, la police venait, si vous voulez, à la ferme, il trouvait n'importe quel prétexte pour donner des contraventions. Euh, la liste, ceux qui dépassaient, je ne sais pas, 18 arpents, c'est-à-dire, je ne sais pas, 9 hectares, si vous voulez, de propriété ben, se trouvait sur la liste des kulaks.
qu'on considérait comme l'ennemi de classe. C'était une des tournures, une des tournures très utilisées à l'époque, l'ennemi de classe. Et cette évolution, donc au-delà de la population rurale, évidemment, dans les villes aussi, euh, bien que le régime n'arrêtait pas de dire que c'était un pouvoir, le pouvoir ouvrier, mais le niveau de vie ne cessait de baisser avec dans les années 50, vers la fin des années 50, mais le régime a fini par rétablir les tickets d'alimentation, donc de rationnement. Hein, la misère était tellement profonde. Et puis, bon, ben, cette terreur policière, évidemment, s'est traduite par des nombres invraisemblables d'arrestations, d'emprisonnements, euh, expulsions de, vers la fin, donc 55. Si je prends non, pas 55, 55, 52, parce que l'apogée du pouvoir de Rakosi, c'est 50, 54, 55. Et donc, durant cette période, ils ont inventé l'expulsion d'une partie de la population de Budapest sous prétexte qu'il y avait beaucoup d'ennemis de classe, c'est-à-dire que ceux qui avaient un, un standing, un niveau de vie, une culture plus élevée qui pouvait d'être soupçonnés d'appartenir à la bourgeoisie. Donc, on leur donnait la nuit, la convocation. Donc, la police apportait la convocation nuitamment et le lendemain, donc un, avec un nombre de charges déterminé, je ne sais pas, 50 kilos, il fallait donc quitter la ville et puis se rendre dans les campagnes. Donc, ils étaient dispersés dans les campagnes, dans les maisons, des koulaks notamment, hein, des familles se sont trouvées entassées. Donc, c'était un des aspects, mais ces aspects sont innombrables, hein, comme dans toute dictature policière, euh, et puis l'embrigadement de la jeunesse aussi. Alors, il faut d'abord préciser que euh, tout a commencé là, avec la mort de Staline. Comme toutes les dictatures, la nature du chef, hein, le rôle donc, du dictateur est essentiel. C'est un pilier majeur de ces régimes. Et donc, le 5 mars 1953, vous voyez, donc c'est un événement important. Moi, je me souviens, les paysans qui criaient Oncle du lait à mon père, on sortait là, sur les champs, mais nous sommes libérés. Donc, carrément, vous voyez, la paysannerie a ressenti de cette façon, quoi, la mort de Staline. Et puis aussitôt, bon, à Moscou, le remue-ménage a commencé autour de Beria, donc des responsables donc des procès, de la répression. Ils ont fusillé, ils ont exécuté donc Beria, euh, et puis Khrouchtchev qui arrive au pouvoir euh, avec un nouveau programme. L'équipe hongroise est convoquée à l'été, donc l'été 53, et une importante commission, délégation qui arrive à Moscou avec à la tête de Rákosi, Amartya Rákosi, donc on l'appelait le meilleur disciple de Staline. Et à Moscou, ce qui se passe, c'est que il a coincé, il décrit ça par le menu dans ses mémoires, Rákosi, que
on l'a coincé, on lui a reproché d'avoir malmené la population hongroise, d'avoir forcé la collectivisation, d'avoir forcé l'industrialisation alors que la Hongrie n'en avait pas les moyens. Enfin, donc on lui a reproché tout ce que Moscou auparavant lui a imposé et obligé de faire. Donc, il savait pas, il n'osait pas dire, ben, c'est vous qui m'avez obligé de mener cette politique. En tout cas, quand il revient, il est obligé, donc les Russes, les Soviétiques lui imposent d'abandonner le poste de Premier ministre, parce que avant, jusque-là, il réunissait le poste de secrétaire général du parti et la fonction donc, de Premier ministre. Et donc, ce poste donc, est attribué à Imre Nagy. Imre Nagy, qui est un ancien communiste, qui sera le personnage majeur, donc principal de la révolution de 56, qui sera pendu, qui finira donc en 58, condamné à mort et exécuté. Alors, après, pour revenir aux événements là, donc après la nomination d'Imre Nagy comme Premier ministre, ce qui se passe, c'est que le vent tourne à nouveau. En 55, si je ne m'abuse, l'OTAN, l'Allemagne, les États-Unis acceptent donc le réarmement allemand et donc le, Moscou euh, euh, crée à ce moment le fameux pacte de Varsovie. Et cet événement, donc en 54, 55, donc produit de nouveau un retournement et Rákosi revient au pouvoir, sauf que Imre Nagy, il a dépourvu de toutes ses fonctions, mais dans le fond, dans la Hongrie profonde, et puis dans la société civile, comme on dit maintenant, il y a toute une fermentation donc des écrivains, des philosophes, des journalistes qui s'agitent, même dans la rédaction donc du journal du parti, le Népszabadság. Donc, il se forme donc des noyaux d'opposition et ça se cristallise autour de Imre Nagy, justement. Et euh, donc, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que dès 53, dès le mois de juillet 53, il y a eu des révoltes en Allemagne de l'Est. Et puis en 50, en 56 même, donc au printemps, en Pologne. Donc les mouvements sociaux, alors tout cela a encouragé les opposants en Hongrie. Il faut évidemment, on ne saurait pas oublier le 20e congrès en février, je crois, février-mars, en tout cas au début de l'année 1956, 20e congrès du parti soviétique, parti communiste, où Khrushchev est allé dénoncer une partie des crimes staliniens. Et donc, en Hongrie aussi, aussitôt, ça a eu des impacts au sein du parti. Ils n'ont pas osé rendre public ce discours de Khrushchev, mais ça n'a pas manqué de se répandre, si vous voulez, dans la population. Guéreux, donc un de l'attelage, le fameux attelage des cadres, se trouvait justement à, à Belgrade au moment où la manifestation des jeunes a commencé, donc dans l'après-midi du 23 octobre. C'était une manifestation de solidarité
avec les Polonais de Poznan, donc des ouvriers de Poznan qui revendiquent, c'était en fait en Pologne une manifestation plutôt alimentaire, hein, plus que politique. C'est en Hongrie que ça a été comme un détonateur, hein, pour les événements en Hongrie. Alors cette manifestation, c'est les étudiants de l'école polytechnique donc, qui ont organisé. Le parti a beaucoup hésité. Et puis finalement, ben, ils ont trouvé mieux de donner l'autorisation. Et donc, ben, ils ont hésité toute la matinée, le 23 octobre. Et donc, finalement, on a accepté. C'est pour ça, donc, le manif a commencé dans l'après-midi du 23 octobre devant la statue enfin, vous connaissez, c'est très connu, devant la statue du poète Petőfi, grand poète patriote, debout les Hongrois, nous ne serons plus esclaves, etc. Et donc, ça a commencé comme ça. Dans la soirée, ça a dégénéré. Parce que, bon, d'abord, le cortège des étudiants fut rejoint par les ouvriers qui sortaient dans la soirée, qui sortaient des usines, des employés qui sortaient des bureaux. Il y avait aussi toutes sortes d'éléments, hein, dans cette situation, mais on ne fait pas la sélection, hein, et donc l'événement a gonflé énormément. On s'est mis dans la soirée, donc place des héros. Il y avait une statue gigantesque de Staline, donc on a on a porté des cordes, etc., pour renverser, casser. Il y a des photos qui montrent, qui montrent les gens avec des ciseaux, là, casser casser la ferraille ou le bronze. Il y avait cet événement, et puis autour de la maison de la radio, ben, des coups de feu. Donc les combats ont commencé. Parce que je pense que ça s'est déclenché, les coups de feu, sur le refus de la direction donc, de la radio de laisser lire, diffuser les revendications des étudiants, revendications formulées en 12 points, 15 points. Enfin, c'était d'abord une imitation des événements de 1848, quand c'était le fameux 12 points où les jeunes de Buda, donc, avaient formulé aussi leur vœu sous cette forme, et puis contre la censure. Donc les premiers coups de feu auraient été tirés à la suite du refus donc de la direction de la radio de laisser lire, donc de laisser diffuser à travers le pays ces revendications. Alors ensuite, bon, ben, les combats qui ont duré pendant une semaine, les appels, donc, ont été lancés évidemment d'innombrables fois. Et puis, euh, Guerrero n'a pas trouvé d'autre moyen que de faire appel aux chars soviétiques. Donc, il y avait je sais pas, deux divisions à proximité donc de la capitale, donc qui sont venus, mais qui sont entrés dans la ville. Il y a un certain nombre qui ont fraternisé avec avec les insurgés. Donc, ça a duré jusqu'à l'avènement euh, évidemment, il y avait des événements ponctuels sanglants, hein, pendant cette semaine qui va jusqu'au 28 octobre, quand Imre Nagy arrive au pouvoir, enfin, prend la place de Premier ministre. Il y avait notamment la fusillade devant le Parlement qui a fait énormément de morts et de blessés. On ne sait toujours pas qui furent les auteurs de ces mitraillages. On pense plutôt que c'était des éléments de l'ancienne police politique que, que le Imre Nagy va dissoudre d'ailleurs. Voilà, donc cette première étape était encore assez, comment dirais-je, politique, qui est resté sur le terrain politique. Parallèlement avec les combats, quand Imre Nagy donc, prend
sa place à la tête d'un gouvernement de coalition. Donc, spontanément, on a refait le, le, le dispositif de l'après-guerre, donc avec les partis qui cherchaient à se reconstituer. Donc, ils ont ce pouvoir à former revendications essentielles. Pour l'essentiel, c'était le départ des troupes soviétiques, la sortie de la Hongrie du pacte de Varsovie et la neutralité. Donc, on demandait que la Hongrie devienne un pays. Les, les, donc, les soviétiques hésitaient. Les soviétiques hésitent. Et puis, bon, ben, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais apparemment, ils étaient d'accord, sauf ils ont convoqué le commandant Maléter. Commandant Maléter, c'est un ancien résistant, là, donc, qui a qui a épousé la cause des insurgés et qui était considéré comme le commandant principal, parce que sinon, il y avait d'innombrables commandants dans les combats de rue. Hein. En tout cas, les autorités militaires soviétiques ont convoqué Maléter à leur base au sud-est. Il se trouvait donc dans une banlieue dans le sud-est de Pest. Et donc, ils l'ont convoqué, lui et quelques-uns encore de son entourage pour négocier ces revendications dont je viens de parler. Et donc, ça a servi pour les arrêter, c'est-à-dire c'est un guet-apens. Et, et puis, donc, pendant que le gouvernement, évidemment, a protesté contre ces arrestations, le 4, le 4 novembre, ça a été au lieu que l'armée soviétique quitte le pays, ça a été l'invasion massive du pays et puis le rebondissement donc des combats de rue, euh, un peu partout dans les grandes villes. Il y a eu jusqu'au jusqu'au 22-25, il y avait des combats donc armés. Et puis la résistance jusqu'en janvier 57, le combat d'arrière-garde des conseils ouvriers. Le, donc, c'est la première phase de son règne, c'est la stabilisation, ou plutôt ce qu'ils ont appelé la consolidation. Évidemment, il ne pouvaient pas mettre en place tout de suite le même modèle. En tout cas, il était protégé par Khrushchev, il est en bon terme avec Khrushchev, comme nous disons, Khrushchev, donc qu'il appuyait, qui le protégeait jusqu'à sa mise à l'écart en 64, là, je crois. Le successeur qui fut Brezhnev, ben, le portait beaucoup moins en son sein, hein, mais il supportait les écarts dont je parlerai tout à l'heure sur le plan économique, hein, les écarts de cadavres, dans la mesure où le chef hongrois assurait la stabilité politique, si vous voulez. En plus, entre les mains de Brezhnev, il y avait comme moyen de pression la menace de laisser retourner Rákosi, justement. Rákosi qui avait encore une large base dans le prolétariat, il faut reconnaître, aussi stalinien féroce qu'il fut, il y avait une base sociale donc dans la population et donc Brezhnev pouvait menacer, exercer une pression hein, donc par ce moyen. Et, et puis donc, comme je vous dis, le pouvoir soviétique avait surtout intérêt
que la tranquillité politique soit assurée dans le pays. Réforme, en matière de réforme, il faut rappeler que dans le cadre du nouveau cours, donc en 54-56, après la mort de Staline, donc c'est en Pologne, en Tchécoslovaquie, déjà ces réformes économiques donc, ont été lancées. Et dans la foulée donc, de ces entreprises, donc la Hongrie aussi, a soulevé la question et on a sorti donc d'abord toute une armée d'économistes, hein, le pays n'en manquait pas. Donc ils ont dépioché donc de la Bible de l'économie libérale, donc les ingrédients de base de l'économie capitaliste, la compétitivité, la rentabilité, le prix, les prix, donc définition des prix par le jeu des marchés, si vous voulez, donc c'était les grands principes, et on voulait laisser de côté des considérations sociales, historiques, morales, etc. Et donc, cette, euh, cette entreprise, donc ces débuts de réforme dans le cadre du nouveau cours de 54-55, donc a dû être abandonné. On a abandonné à cause des événements et le régime de Kada reprend cette campagne. Et en 68, donc, précisément, que les projets sont élaborés et menés à bien. On a appelé ça les nouveaux mécanismes économiques. Et donc, cela voulait dire la libération là, donc des principes que je viens de citer, donc l'économie de marché. On appelait ça l'économie de marché socialiste. Et effectivement, il y a eu toute une série donc, d'entreprises artisanales et puis d'éléments les plus qui étaient situés au premier plan donc de l'économie, mais ils commençaient à marcher les foires internationales, ils sont entrés en contact avec le marché mondial et en quelque sorte, ils ont introduit donc tous ces managers, des ingénieurs, des, des chefs d'entreprise, ils ont introduit la logique petit à petit, la logique du marché mondial qui finissait par devenir le régulateur de la vie économique intérieure et de la vie sociale. En tout cas, ça s'est traduit là, ce que vous citez, là, le socialisme du goulash ou on disait aussi la baraque la plus joyeuse du camp socialiste. Hein, effectivement, ça, les chiffres ont montré qu'il y a eu une augmentation très sensible du nombre d'étudiants dans l'enseignement secondaire, dans les universités. Il y avait un essor extraordinaire de l'édition, hein, donc les classiques aussi bien que des auteurs hongrois, hein, à condition de ne pas trop toucher à des problèmes sensibles. Même les, même les débats des années 20, 1920 en Union soviétique, au sein du parti bolchevique, c'est très tardivement que ça a été mis sur le tapis. Donc, vous savez, le combat, l'affrontement entre Staline et Trotsky, et puis la mise à l'écart de l'opposition, ce qu'on a appelé l'opposition bolchevique. Donc, toutes ces questions ne sont venues que vers la fin donc, de la décennie 80. En tout cas, il y a eu cet essor de la vie culturelle. Bon, mais je me souviens moi-même qu'on recevait gratuitement des billets de théâtre, des concerts. Donc, le régime a fait beaucoup d'efforts pour élever le niveau culturel de la population.
il, il a été montré dans le contexte, si vous voulez, de l'effondrement du régime, que toute cette période, donc finalement, l'effondrement du régime n'aurait pas été directement le résultat des problèmes économiques, mais justement de la transformation des mentalités. On a suivi le sort de l'Union soviétique. Vous savez que dès le milieu de la décennie 80, l'Union soviétique était aux abois. Ah, donc, la course aux armements et l'intervention en Afghanistan ont mis l'URSS à genoux. Et donc, le pays a suivi un peu quand même le destin, hein, le destin de l'Union soviétique. Et donc, dans ce processus, pendant les progrès au plan culturel, au plan donc de niveau de vie, le standing, etc. Il s'est développé aussi donc dans la vie intellectuelle, donc toute une opposition. Il y avait toute une horde de philosophes, sociologues, journalistes, écrivains, donc qui ont commencé à faire circuler des samizdat. Vous savez, c'était la littérature semi-clandestin où on dénonçait donc l'état du régime, où on voulait donc desserrer le carcan du parti unique. On souhaitait donc le multipartisme, la liberté de la presse, etc. Donc, ce travail donc, des intellectuels a beaucoup agi dans le sens du changement de régime. Et en sorte qu'à l'intérieur du parti aussi, la division est apparue donc entre les progressistes et des conservateurs, comme on disait. Le dernier secrétaire général, qui était Caro et Gross, qui voulait lever la voix, renforcer un peu l'autoritarisme, s'est trouvé en face d'un autre membre du comité central qui s'appelait Imre Pojgai qui est le premier à déclarer que 56 n'a pas été une contre-révolution, mais un soulèvement populaire, ce qui a choqué donc le reste du parti, mais s'est déclenché donc tout un processus de réhabilitation donc de la mémoire de 56. On a même créé enfin ça sera plus tard le comité de justice historique, mais le 56 est devenu donc dans la chute du régime, changement de régime, 56 est devenu un enjeu assez central. Et pour résumer, pour aller plus vite, ça aboutit au fait bien connu que ce fut le ministre des Affaires étrangères, Gyula Horn, du cabinet Neymet, Miklos Neymet, qui, qui a ordonné le démantèlement du rideau de fer en mai 1989. Ah, c'est des faits bien connus. On a vu, il y avait des images montrant que beaucoup d'Allemands, par exemple, qui se trouvaient en Hongrie, d'Allemands de l'Est, et qui voulaient rejoindre leurs parents ou tout simplement aller s'installer dans RFA. Donc, cette démolition du rideau de fer, au sens propre du mot, parce qu'il y avait des barbelés hein, de la frontière. Donc, toute une horde, des hordes entières d'Allemands de l'Est pouvaient donc retourner, aller s'installer en Allemagne de l'Ouest. Ensuite, donc c'était en mai, je crois le 2 mai 89. Le 13 juin, ce fut la réunion entre donc les représentants du gouvernement Német, donc c'est un dernier gouvernement du régime, le gouvernement communiste. Donc la réunion, la table ronde, fameuse table ronde, avec les représentants de l'opposition, où il fut décidé la dissolution
dissolution du parti unique, du parti communiste, et la prévision, donc, mise en perspective d'élections démocratiques, ce qui se passera donc au printemps 90, donc à partir du début de la décennie suivante. Comme vous savez, il y avait le premier gouvernement de euh, Antol, Joseph Antol, qui était un historien, je crois, au départ. Donc, il s'est trouvé dans cette pagaille quand même. On peut parler de pagaille politique aussi. Bon, et puis, querelle, c'était normal. Hein, la lutte des partis se caractérise comme ça. Anton, il voulait satisfaire tout le monde. C'est-à-dire, on a dit qu'il était à la fois national, chrétien, libéral, social, démocrate, populiste, était élitiste. Enfin, il voulait réunir toutes les idéologies qu'on pouvait recenser dans le pays. Et donc, il y avait énormément d'incertitudes pendant ce premier gouvernement, donc qui a duré 4 ans, 94. Ensuite, bon, il y a eu un premier gouvernement Orban et puis 3 gouvernements successifs de gauche. En matière de privatisation, cette gauche libérale, que le blairiste, c'était d'inspiration blairiste, donc a privatisé trois gouvernements successifs, c'était notamment Gyurcsány. Ils ont privatisé près de 200 grosses entreprises industrielles et donc c'était le passage de l'entreprise étatique, propriété étatique à la propriété privée. Ce qui a blessé aussi la population hongroise, c'est que souvent les acheteurs des entreprises et même des terres étaient le fait des étrangers et donc des entrepreneurs étrangers qui souvent n'ont racheté les entreprises hongroises que pour accaparer les marchés que ces entreprises possédaient auparavant. Et bon, mais voilà, l'économie reste, le problème économique reste à l'ordre du jour. L'adhésion à l'OTAN, il paraît que c'est donc à la fois évidemment comme contre-coup de l'occupation soviétique, et puis dans le contexte donc du conflit en Yougoslavie, ça a amené le pays. Déjà, il y avait, je pense, des pressions des Occidentaux sur le plan militaire pour créer des bases de départ en Hongrie. Ah, vous voyez, quand ils écrasaient Belgrade sous les bombes et puis tout le reste. Euh, donc, il y avait je pense, deux éléments, 2 conditions. Donc, le départ donc, des troupes russes, l'occupation, la fin de l'occupation soviétique et puis la guerre en Yougoslavie qui a amené donc le pouvoir à poser la question. Il y a eu un référendum hein, sur la question et en dehors d'une minorité, donc composée des partisans donc de l'ancien régime, qui a laissé un parti socialiste et un petit parti ouvrier. Ça, je n'ai pas précisé tout à l'heure, que donc en dehors des partis dits démocratiques, donc les, les 4, 5 ou 6 partis, donc dont le Fidesz et puis le Forum démocratique, etc. Donc, en dehors de ces mouvements, il y avait donc le Parti socialiste, donc de gauche, qui est ce qu'on appelle la gauche, comme en France. Donc, en dehors de, de ces, de ces forces politiques, mais la majorité ont voté pour l'adhésion à l'OTAN. Alors, l'Union européenne, c'est un peu pareil. Je n'ai pas toujours suivi
la situation et les raisons exactes. Il y avait tentation, retour à l'Ouest, l'idéologie chrétienne, c'est-à-dire qu'on qu'on constitue une communauté, si vous voulez. On a relancé les vieux, la vieille mythologie, la Hongrie défenseur, bastion de la chrétienté qui remonte à l'occupation turque, etc. Donc, cette idée de communauté chrétienne. Et puis, évidemment, les fonds aussi qu'on attendait. Donc, des raisons financières et donc aussi ont dû compter. Et là aussi, il me semble, je ne saurais pas citer exactement s'il y a eu un référendum et que quelle fraction de la société hongroise a souhaité cette adhésion, que maintenant la majorité regrette probablement. Peut-être j'exagère, mais en tout cas, il y a énormément de critiques et de plaintes. Certains, une bonne partie considèrent que ça ressemble au carcan soviétique, c'est-à-dire surtout la critique de la souveraineté nationale de la part de Bruxelles. Si vous voulez, ça rappelle souvent ça rappelle les accusations soviétiques contre le nationalisme hongrois. Tout se passé, le régime cherche à embellir, sinon effacer, et bien sûr mettre entre parenthèses tout ce qui concerne donc le mouvement communiste et le mouvement ouvrier en général. Ils ont d'ailleurs, dès le début, enlevé les statues, cassé les plaques de rue, etc. Donc, et réhabilité euh, les hommes de l'ancien régime. J'entends par ancien régime les personnalités du régime Horthy. Donc, les bustes, les statues se multiplient. Ils ont écarté, à côté du Parlement, il y avait la statue du comte rouge, Mihai Károlyi, qui a, qui est donc grand propriétaire, grand aristocrate, qui en 1919 a commencé à partager sa propriété. Donc, on l'appelait le comte rouge, là, qui a épousé la cause un peu des communistes. Donc, on a écarté on a, je- on a enlevé sa statue. On a enlevé même la statue d'Imre Nagy, qui était aussi près du Parlement, et puis de nombreuses autres personnalités évidemment communistes, mais aussi des démocrates libéraux. Voilà donc ce bagage idéologique nécessaire. Un régime ne peut pas exister sans idéologie. Et donc, comme le régime ne peut pas assumer ce qui peut, ce qu'on peut considérer à la lumière de la pensée rationnelle comme positive, le régime ne peut pas assumer. Et les valeurs, enfin, ce qu'on appelle maintenant les valeurs européennes, si vous voulez, dans le cadre de l'Union européenne, c'est complètement, le plus souvent, ça heurte les traditions, les mentalités d'un pays qui est traditionnellement rural, les valeurs traditionnelles, et donc, euh, et puis sans parler de toutes tous les courants idéologiques qui viennent des États-Unis, donc la violence, culte de la violence, enfin tout ce que les gens voient à la télé à travers ce qu'ils considèrent comme l'inculture américaine, violence américaine, etc. Donc, entre le refus le refus donc de ces valeurs qu'on appelle les valeurs européennes et le rejet donc du passé ou mis entre parenthèses, parce que carrément régime a mis entre parenthèses ce qui s'est passé entre 45 et 90. Un peu comme De Gaulle a fait avec le régime de Vichy, que ça n'a pas eu lieu. Donc, c'est un peu comme ça, hein, donc la dimension idéologique du régime.
Voilà. Et bon, ben pour finir, ben ça s'est traduit, toutes ces transformations, toute cette évolution avec le successif, parce qu'il a, je crois, troisième fois qu'il a réélu Orban, donc en 2010, 2011 déjà, donc la constitution là, qui a été re- refondée. Il y avait une constitution là en 49 qu'on a révisée 4 fois, je crois. Et puis donc finalement, on en a créé une nouvelle. Cette constitution aussi a été, et puis toujours beaucoup critiquée par les porte-paroles de Bruxelles, de l'Union européenne, dans la mesure où pas mal de stipulations d'articles, de lois, appelées lois fondamentales, donc plusieurs articles s'opposent à ce que l'Union européenne veut instaurer comme système idéologique. Mais écoutez, c'est paradoxal et c'est une bonne question parce qu'effectivement, ben, on n'arrêtait pas de râler contre l'occupant soviétique. Mais le, je pense, pour avoir fréquenté quand même pas mal le passé de mon pays d'origine, c'est que chaque fois que la Hongrie se trouvait déçue, se sentit déçue par l'Occident, mais on s'est retourné vers l'Orient. Moi, pour situer le contexte général, ce contexte mental général, si vous voulez, il faut savoir que nous sommes un peuple asiatique, hein, et dès le Moyen Âge, il y avait un savant voyageur qui est parti vers l'Himalaya, vers l'Asie centrale, pour essayer de retrouver quelques fragments de nos ancêtres. Donc, il y a cette présence de l'orientalisme. Et donc, chaque fois qu'il y a une déception vis-à-vis de l'Occident, ben, il y a donc un retour. Et ça se traduit aussi d'ailleurs, pas seulement vis-à-vis de Poutine, mais vis-à-vis de Erdogan aussi, vis-à-vis la Turquie. Et à ce point que sur le champ de bataille, en 1526, où l'armée turque a écrasé l'armée hongroise, et quand le pays a été dépecé, divisé en trois morceaux, donc Soliman le Grand, hein, Soliman le Magnifique, là, qui fut le grand commandant là, de cette armée turque. Donc, en tout cas, malgré cette défaite, malgré cette guerre, mais on a le régime là, de Orban a commandé, a réalisé une grande statue de Soliman avec le chef hongrois à côté, donc pour symboliser un peu la réconciliation et que bon, bah, entre des braves, on fait la paix. Et donc, donc pour revenir aux relations avec Poutine, après le départ des soviétiques, mais il n'y avait plus de raison, d'autant plus que on est resté lié quand même par de multiples liens économiquement pour les matières premières notamment. Le bois, par exemple, de construction, quand le- le- dans les années 90, il y a une énorme campagne de construction dans les villages, dans les bourgs. Donc, le bois, par exemple, ou d'autres matériaux venaient de l'ancienne Union soviétique. Donc, il y avait ces liens. Et en ce moment, la dernière victoire de Orban, par exemple, est due en grande partie au fait qu'il a refusé de s'engager, de laisser d'abord d'envoyer des armes aux Ukrainiens et laisser passer donc de l'armement à travers le pays. Et donc, c'est pour ça aussi Zelensky
ne porte en son sein Orban. Et puis, malgré cela, la Hongrie reçoit énormément d'Ukrainiens et ils sont vraiment presque luxueusement traités, hein. Ils sont engagés dans l'enseignement, enfin, sont accueillis, quoi. Surtout que c'est un peuple voisin et donc là, il n'y a pas de problème. Mais il se tient assez à l'écart et la population a apprécié l'attitude non belliqueuse de Viktor Orban. Voilà ce que je peux vous dire sur ce plan.